Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va, écoutez, j'ai la pêche ce matin. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine. Bonjour à tous, salut Geekeuse, salut Samuel, salut Brezend, salut Blackbird, salut Manu, salut Mouik Mouikator, salut Pierre-Yves, salut Olek, salut Olivier, salut Code by Nao, salut Hippomoni, salut Ben Young, salut Tom CJ, Tails, Antoine, voilà, j'essaye de voir. Salut la fée patate, j'aime beaucoup ton pseudo. Euh, on dirait que vous essayez de faire un concours du pseudo le plus compliqué à prononcer pour qu'on ait l'air ridicule quand on vous dit bonjour le matin. Bah écoutez, ça marche. Salut Dark Titan Fire, salut Kayla, salut Nunix, salut JPEG au kilomètre, salut La Boulange Brest, salut Geeky Vaya. Voilà, salut le tutorien. Bon, bah en tout cas, bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien installés devant votre petit déjeuner car on a un programme assez dense. Vous savez que j'aime bien faire des mugs un peu denses. Et ben voilà, vous avez votre rendez-vous du mercredi. Alors de quoi va-t-on parler ce matin? Eh ben on va parler de la nouvelle carte nationale d'identité. Et oui, elle va se faire un petit lifting à notre carte nationale et c'est bien mérité pour se mettre un petit peu à jour et même aux normes de l'Union européenne. Donc voilà, il y aura des choses qui seront peut-être bienvenues, des choses peut-être un peu moins bienvenues sur la gestion des données biométriques peut-être, mais on va justement en discuter tout à l'heure. Et puis ensuite, on parlera d'une petite mise à jour, enfin pas forcément une mise à jour, mais Dropbox Password qui va être désormais gratuit dans certaines limites. Donc vous pourrez tester. Avant Dropbox Password, c'était un gestionnaire de mots de passe qui était uniquement utilisable pour ceux qui avaient accès à la version payante de Dropbox. Ça ne va plus être le cas. Donc pour ceux qui cherchent en tout cas un gestionnaire de mots de passe, ça peut être intéressant. Et puis on parlera également d'Apple, Apple qui a plié face à la Russie et qui va proposer donc un écran au moment de l'installation de l'iPhone où il y aura des applications préinstallées que vous pourrez sélectionner ou désélectionner pour installer votre iPhone tout simplement. Donc ça, premier cas de pays où Apple va plier pour l'installation de l'iPhone. Et puis on continuera avec cette fois-ci Google qui suit Apple, les annonces d'Apple de l'année dernière et qui va réduire le pourcentage qu'ils prennent sur les commissions au niveau de leur App Store, du Google Play Store, pour les développeurs qui font des revenus en dessous d'une certaine somme chaque année. Voilà, donc là encore une fois, c'est un programme pour aider les développeurs à justement pouvoir vivre de leur travail. Ça sera intéressant, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis on parlera aussi de, maintenant qu'on a un petit peu de recul sur ce programme côté Apple, côté iOS, on va voir un petit peu comment ça a impacté les revenus côté Apple, ce type de programme. Ça pourra mettre les choses un petit peu plus en perspective. Et puis on parlera de Wikipédia. Wikipédia, vous savez, cette base de connaissances internet et autonome. Voilà, ils vont enfin faire passer à la caisse les grosses sociétés ou en tout cas les professionnels qui utilisent Wikipédia pour leurs propres services. Notamment, on peut penser évidemment à Google, tout ce qui est assistant vocal, etc. Quand vous posez des questions, il y en a qui utilisent la base de connaissances, en tout cas Wikipédia. Eh ben, on verra un petit peu ce que Wikipédia a mis en place pour avoir un autre flux de revenus, là qui s'adresse plutôt au B2B. Voilà, et puis on prendra des nouvelles de votre sommeil dans la chatroom. Et oui, le sommeil, les bonnes nuits, c'est un problème général. Hein. C'est connu que c'est une des plus grosses difficultés, en tout cas auprès des adultes, de bien dormir ou suffisamment dormir. Et ben Google s'y intéresse avec son nouveau Nest Hub et on verra un petit peu comment ensemble. Et puis on prendra des nouvelles du hacker qui avait notamment hacké des comptes de grandes personnalités sur Twitter, notamment Bill Gates, avec des arnaques au Bitcoin l'année dernière. Et ben ça y est, la sentence est tombée concernant cet adolescent. Il avait 17 ans à l'époque.
Et puis on terminera avec une petite tartine. Je trouvais ça intéressant qu'on en parle. Vous savez qu'on parle pas mal de Substack, des newsletters, des nouveaux modes de monétisation et ces journalistes ou conseillers qui vont voilà, vers l'indépendance pour conseiller et envoyer chaque semaine une newsletter, etc. Et ben là, on a Facebook qui se lance également dans cette course-là, après l'article que je vous avais fait la semaine dernière sur Twitter, qui essayait également, qui avait racheté Review. Et ben là, c'est Facebook qui se lance là-dessus et qui travaille en effet sur des outils pour les journalistes et pour leur permettre d'être plus facilement indépendants. Donc ça, c'est assez intéressant et on le traitera en dernier. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et voilà. Mais en fait, Marion nous fait le kawa dès le Marion. Brezend, est-ce que c'est une surprise? Voilà, Guigui Vaya nous dit le retour du Marion. Eh ben voilà, on perd pas les bonnes habitudes, bonnes ou mauvaises, on sait pas. Vous avez eu votre Marion. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec les news tech. On nous dit qu'on a un problème d'horloge. De toute façon, il n'y a plus rien qui s'affiche là sur l'image. Bon, eh ben écoutez, c'est pas dramatique. Tant que vous m'entendez et que vous pouvez suivre l'émission, on va se dire que c'est l'essentiel. J'en profite parce que j'ai quand même pas remercié. Un grand merci à Robin Herzeg pour son abonnement. Voilà. Il nous manquait ce Marion justement. Et ben voilà. Un news tech au petit déjeuner également, tout à fait Alixir. Chacun ses goûts au petit déjeuner. Si vous voulez un steak, et ben voilà, vous êtes servi. Je vous propose de commencer avec la première actualité. Pas de logo VPN aujourd'hui. Tout fait grève là ce matin. Écoute, sur Newt. Bon, vous connaissez notre sponsor puisque ça fait maintenant, je crois, une semaine au moins qu'on en parle. C'est ExpressVPN. Mais écoutez, là, il a disparu. Mais je vous promets de vous en parler évidemment un peu plus tard dans l'émission. Voilà, donc le premier article, c'est cette fameuse mise à jour de carte nationale d'identité. Alors, elle va se faire à partir du 2 août prochain, donc ça arrive très très vite. Et c'est un projet qui a été annoncé en 2019, qui va d'abord être testé grandeur nature dans l'Oise, avant s'étendre un peu partout sur le territoire national. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette carte, je vais quand même vous la montrer quand même, parce qu'on a envie de savoir à quoi ça va ressembler, cette nouvelle carte d'identité nationale. La bonne nouvelle, c'est que au moins on s'est posé la question de comment les gens allaient se trimballer ces cartes nationales, et donc ils nous ont fait enfin une carte nationale au format portefeuille, carte de crédit. Merci. Je me rappelle avoir récupéré ma carte nationale plastifiée déjà à l'époque, parce que moi j'ai pas eu les toutes anciennes, et je disais là, mais franchement, qui a pensé un format de carte nationale qui ne rentre pas, qui n'est pas dans un format carte de crédit. Et pourtant j'étais pas designer à l'époque, mais mais ça m'avait semblé une telle absurdité. En tout cas, voilà, là on a enfin une carte nationale au format carte de crédit qui va pouvoir plus facilement se glisser dans vos portefeuilles et ne plus déformer vos portefeuilles justement. Autre information, c'est que la durée de validité de la carte nationale est ramenée à 10 ans au lieu de 15. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est pour garantir que les composants qui sont dans la carte nationale d'identité seront à jour des dernières évolutions technologiques. Et oui, parce que la carte va accueillir notamment une puce électronique qui va contenir des données biométriques. Donc on se dit qu'ils ont peut-être un peu plus envie de s'assurer que la puce est toujours bien à jour, performante, etc. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement avec ce projet, donc d'abord c'est un nouveau document qui donc en plus d'avoir une puce électronique va également être interopérable au niveau européen, afin de servir de preuve d'identité dans un autre pays de l'Union. Donc ça évidemment c'est bienvenu. C'était déjà le cas dans l'Union européenne avec la précédente carte, puisqu'on pouvait s'en servir et on pouvait voyager en Europe avec cette carte d'identité nationale. Ça facilitait évidemment
les déplacements dans l'Union européenne. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu notamment une consultation, enfin la CNIL en tout cas, qui a livré plusieurs recommandations suite au projet de cette mise à jour de carte nationale d'identité. Ce que je peux vous dire, c'est... alors attendez, que je reprenne un petit peu la liste des éléments dont je voulais vous parler ce matin. Voilà, donc la puce électronique va stocker notamment une photo numérisée et 2 empreintes digitales. Voilà, elle contient également un cachet électronique visible avec les données signées du titulaire. Ça permet en fait avec ce cachet tout simplement d'assurer l'authenticité du document. On a notamment le nom de famille, le premier prénom, le sexe, la nationalité, le lieu et la date de naissance, le type de document, le numéro du titre et sa date de délivrance. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'une des démarches, ou en tout cas un des focus sur cette nouvelle carte d'identité nationale, c'est justement une lutte contre l'usurpation d'identité. Notamment, ça va se passer par un renforcement de la sécurité des cartes d'identité en elles-mêmes. Et ça avait été notamment, un règlement avait été adopté à l'échelle de l'Union européenne et qui va rentrer en vigueur à partir du 2 août 2021. Donc, c'était pas non plus juste la mise à jour de la carte d'identité nationale ne vient pas juste d'une initiative du gouvernement, c'est aussi une deadline imposée par l'Union européenne. Et d'ailleurs, la France est un des derniers pays à s'y conformer, puisque ça rentrera... voilà, le règlement va s'appliquer à partir du 2 août 2021, mais justement, les cartes qui ne satisferont pas à ces nouvelles conditions appliquées dans ce règlement vont cesser au fur et à mesure d'être valides, c'est-à-dire au moment de leur expiration, ou au plus tard. Vraiment, la date butoir, c'est le 3 août 2031, donc le temps d'amorcer évidemment la transition entre la fin de validité des cartes nationales et les nouvelles qui vont être délivrées. Donc voilà, là en tout cas c'est la France qui qui respecte en tout cas les règlements de l'Union européenne. D'ailleurs, le composant électronique est déjà opérationnel d'ailleurs dans d'autres documents officiels comme le passeport et le titre de séjour. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors attendez, j'essaie de retrouver... Donc le recueil des empreintes digitales devient obligatoire sauf pour les mineurs de 12 ans. Ce qui est possible aussi de demander, c'est de manifester son refus que l'image numérisée des empreintes digitales soit conservée informatiquement plus de 90 jours à compter de la date de délivrance de la carte nationale. Dans ce cas-là, cette conservation se fait uniquement sur papier et sur 15 ans. Voilà. Les informations de consultation par les personnes autorisées sont gardées pendant, elles, 3 ans pour s'assurer de savoir qui va consulter ces informations. Elle sera payante. La carte nationale d'identité n'est pas payante. Attention, et il me semble qu'elle ne l'a jamais été. Elle n'est pas payante. Voilà, donc j'en profite pour éclaircir là-dessus. Il me semble que le passeport l'est. J'ai un doute. Il me semble que le passeport l'est, mais j'ai un doute. N'hésitez pas à me corriger dans la chatroom. Mais en tout cas, la carte nationale d'identité ne l'est pas. Le renouvellement est gratuit en fin de validité de ton ancienne carte, mais pour un renouvellement anticipé, c'est payant. Oui, peut-être en cas de perte ou... C'est ça? Peut-être, ouais. À partir de quand elle sortira? À partir du 2 août, Maya, mais ça va être mis en place de manière progressive. Oui, je crois c'est ça, il y a une espèce de timbre fiscal, il me semble, pour le passeport est payant, ouais. Vous m'avez confirmé. À cause du timbre fiscal, c'est ça. Le passeport est payant à cause du timbre fiscal. Merci pour la confirmation. Voilà, donc on me dit aussi, si tu perds bien ta carte d'identité, c'est payant pour le renouvellement avant la fin de la date de validité.
Voilà en tout cas pour cette information. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu certaines remarques de la CNIL et c'est pour ça aussi qu'on en parle ce matin. Je trouvais ça assez intéressant. Il y a eu un décret qui a été accompagné d'une délibération survenue le 11 février dernier avec notamment la CNIL qui a apporté plusieurs recommandations sur le stockage et la sécurisation des données, des informations personnelles et biométriques pour tout simplement rehausser leur niveau de protection et éviter certains détournements et réduire aussi certains risques. Donc notamment, la CNIL a bien noté que les données biométriques sont chiffrées au sein de la base de données, mais par contre, elle suggère également que les moyens de déchiffrement soient confiés à un tiers. De cette manière, le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de l'Intérieur ni ce tiers ne pourraient avoir seuls les moyens de déchiffrer les données pour répondre aux réquisitions judiciaires. Donc là, c'est pour garantir une certaine indépendance des pouvoirs aussi. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas et c'est évidemment dommage. Ça permet évidemment de limiter le risque que le traitement soit transformé en une base d'identification des individus, puisqu'il y aurait deux organismes qui auraient une partie des informations et qui devraient se mettre d'accord. C'est également une recommandation qui a été partagée par l'ANSSI d'ailleurs. Donc voilà, au moins c'est assez positif. C'est qu'il y a deux organismes calés en tout cas sur le sujet, qui ont fait la même recommandation là-dessus. Une autre chose assez intéressante, c'est que y a une particularité du décret qui prévoit d'étendre les données actuellement transmises au fichier national de contrôle de la validité des titres, le traitement DocVerif. En gros, l'interconnexion entre TES, là où vont être stockées les données de votre carte nationale, et DocVerif, qui sont déjà prévues depuis 2016, va être maintenant systématique. Voilà, donc on peut comprendre l'argument d'élargir l'interconnexion, par exemple pour détecter d'éventuelles falsifications de l'état civil figurant sur un titre d'identité dont le numéro est toujours valide, mais la CNIL en tout cas se montre un peu préoccupée par le fait que DocVerif risque elle aussi de devenir un miroir de la base de données de TES, et donc alors que c'est pour des finalités différentes, et donc multiplier les risques également. Là où la CNIL tique un peu aussi, c'est sur la durée de conservation des données biométriques. Il aurait été possible de réduire le temps de stockage des données biométriques, notamment par exemple en Allemagne et en Belgique, il se limite à une durée de 90 jours seulement en base de données centrale, là où la France opte pour une durée de conservation de 15 ans. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. L'autre point qui est soulevé, où là la CNIL n'a pas forcément un avis tranché, c'est le choix d'opter pour une base de données centralisée contenant les empreintes digitales pour lutter ici contre la fraude et usurpation d'identité. Alors voilà, la France, elle, conserve l'idée d'une base de données centralisée. Or, il y a plusieurs pays, eux, qui ont opté pour des bases de données décentralisées, c'est-à-dire qu'il y a moins d'informations sur chaque base de données. Alors en fait, il y a des avantages et des inconvénients à chaque processus, c'est-à-dire que, en tout cas, une grosse base de données qui rassemblerait toutes les informations des Français, ça fait une cible privilégiée, très très tentante pour venir se faire hacker, mais après, vous avez qu'un système à protéger. Or, si vous avez plusieurs bases de données, vous dispersez la quantité d'informations, et si une base est piratée, ça donne pas forcément accès à l'intégralité des informations des citoyens français, mais par contre ça veut dire qu'il y a plusieurs bases de données à protéger, mais aussi ça en fait une cible moins intéressante. Moi j'ai mon avis personnel là-dessus, où je pense que la décentralisation est plus intéressante ici parce que ça le rend, il y a moins d'intérêt, ça en fait une cible moins privilégiée, c'est moins tentant d'aller se lancer là-dessus. Mais bon voilà, a priori, là, la CNIL ne s'est pas forcément positionnée en faveur de plus l'un ou plus l'autre, mais elle a juste noté les avantages et les inconvénients des deux.
D'ailleurs, pour rappel, la carte nationale d'identité n'est pas obligatoire hein, en France, mais c'est vrai qu'elle est quand même utile pour pas mal de démarches qui nécessitent un contrôle d'identité. Voilà, donc voilà en tout cas pour la prochaine carte nationale d'identité. Je vous la remontre ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vu tout à l'heure, elle ressemblera à ça. Voilà, au format, du coup, je répète, carte de crédit, donc ça c'est bien cool. Et oui, elle n'est pas obligatoire hein, sur Newt. Moi, je sais que je l'ai eu, je crois, j'avais 10 ans, ma première carte d'identité. Il me semble. Ou peut-être peut-être plutôt 12 ans quand j'ai fait mon premier voyage dans l'Union européenne, quand je suis partie en Italie. Euh, Mais ouais, c'est pas obligatoire. C'est le format du permis aujourd'hui, en fait. Finaise, hein, mais moi, là, pour le coup, j'ai encore le vieux permis super pénible en papier, là. Mais bon, comme plein de personnes, on va y arriver à moderniser nos papiers. Donc, voilà, en tout cas, pour l'information. Ah ben, vous pensiez tous que la carte nationale d'identité était obligatoire. En fait, on a l'impression d'être obligatoire parce que pour plein de démarches, on vous demande la carte nationale d'identité, notamment peut-être pour une ouverture de compte bancaire, pour évidemment voyager, pour peut-être si vous souhaitez louer un appartement, on est en plein dedans. Mais par exemple, si vous avez une autre pièce d'identité, ça fonctionne aussi. La carte nationale d'identité n'est pas obligatoire en tant que telle a priori. En tout cas, c'est ce que l'article dit, et moi je me rappelle que je l'ai eu relativement tard. C'est le fait d'avoir un document d'identité, parce que très souvent, à partir d'un certain âge, il vous faut au moins une pièce d'identité. Oui, la carte d'identité alors, est obligatoire pour voyager en UE, en Union européenne. Je dirais non, Émile, si tu as un passeport, ça fonctionne aussi. Donc tu vois, la notion d'obligation, attention, il faut pas faire de raccourci non plus. C'est une pièce d'identité valide qui est obligatoire pour voyager en Union européenne. C'est pas la carte nationale d'identité qui est obligatoire. Est-ce qu'on peut changer les anciens permis pour un nouveau? Alors là, écoutez, je vous encourage à aller vous renseigner sur le site, le site du gouvernement hein, pour tout ce qui est démarches administratives. Ils ont fait pas mal d'efforts hein, pour voilà, rendre les démarches administratives plus accessibles en ligne. Et normalement, vous avez quand même pas mal d'informations. Voilà, donc vous pouvez vous rendre là-dessus si vous avez d'autres questions. Voilà, voilà en tout cas pour le débat. Je vous sens enflammé là ce matin. Je suis assez ravie que vous soyez aussi intéressé sur ce sujet. Mais moi aussi, ça m'a intéressé. Donc c'est cool que ça vous plaise. Je vous propose d'enchaîner avec le prochain article qui est une petite news qui concerne Dropbox. Alors qu'est-ce qui se passe du côté de Dropbox? Ben, tout simplement, l'année dernière, en 2020, le service Dropbox Password était limité. Ils avaient lancé hein, justement le service Dropbox Password et ils l'avaient lancé uniquement, j'ai un petit peu de mal à parler là, uniquement aux utilisateurs des versions payantes de Dropbox. Alors, ça me semble, moi, assez logique, vu que je travaille dans le produit. C'est tout à fait logique qu'on sorte dans un premier temps des nouvelles fonctionnalités pratiques aux utilisateurs qui sont payants. Ça permet d'avoir un peu plus de contrôle et de récupérer des retours sur un échantillon d'utilisateurs. Donc voilà, donc ils l'avaient lancé uniquement pour les utilisateurs de version payante. Et là, du coup, ça y est, ça change. A priori, ils ont réussi à avoir une première version qu'ils souhaitent déployer à plus grande échelle, puisque à partir du mois prochain, donc avril 2021, les utilisateurs de Dropbox basique, donc non payants, hein, la version gratuite, pourront stocker également gratuitement jusqu'à 50 mots de passe avec une synchronisation automatique sur 3 appareils maximum. Donc voilà, donc Dropbox Password est disponible sous la forme d'une app dédiée. Alors vous pouvez la voir sur macOS, Windows, iOS, Android, et également sous forme d'une extension de navigateur sur Safari, Chrome, Firefox et Microsoft Edge. Donc là, on est vraiment sur
Voilà les standards des autres gestionnaires de mots de passe qui vous permettent évidemment de profiter de vos mots de passe sur plusieurs systèmes d'exploitation. On les a tous hein, ici, on a iOS, Android, Windows et macOS, et qui va vous permettre aussi de les utiliser directement lors de vos navigations sur Internet avec l'extension navigateur, avec les navigateurs les plus comment dire, répandus, on va dire, Safari, Chrome, Firefox et Microsoft Edge. Voilà, donc là où je trouve ça assez malin de la part de Dropbox, c'est qu'en fait un gestionnaire de mots de passe, une fois que c'est adopté, ça devient indispensable et c'est très très coûteux ou en tout cas très pénible dans l'expérience de changer d'un gestionnaire de mots de passe à l'autre. S'il y a bien quelque chose sur lequel je préférais payer que changer de gestionnaire, c'est bien, enfin de changer de service, c'est bien mon gestionnaire de mots de passe. Une fois qu'on est bien installé, qu'on est douillé avec ce gestionnaire, on n'a pas envie d'en changer. Donc c'est un bon cas de captivité des utilisateurs sur cette notion-là. On en avait parlé également hein, des services de musique où les gens qui ont investi à faire leur playlist, ils ont évidemment beaucoup de friction à l'idée de changer de service, même si maintenant il y a des outils pour pouvoir transférer vos playlists. Mais voilà. Et donc du coup, je trouve ça assez intéressant de la part de Dropbox qui propose aussi ce type de service. Donc du coup, Dropbox Password est déjà disponible gratuitement sur l'App Store pour ceux qui sont intéressés. Hein. Donc vous pouvez aller y jeter un œil. Et si vous n'avez pas encore sauté le pas sur le gestionnaire de mots de passe, eh ben franchement, renseignez-vous. Et moi, je sais qu'au quotidien, ça me permet d'être comment dire, rassurée, confiante, parce que j'ai des mots de passe très très compliqués pour mes services cruciaux. Et individuels, hein, je répète pas les mots de passe sur mes services cruciaux, et je sais qu'ils sont stockés quelque part, et j'ai acquis une certaine confiance. Ça aussi, c'est vrai que les gestionnaires de mots de passe, en termes de confiance, c'est assez critique, et voilà, et donc du coup, je suis un peu tranquille au quotidien grâce à ça. Je précise que ni Dropbox Password ni mon gestionnaire de mots de passe ne sont sponsors de l'émission. Au cas où s'il y avait des doutes. Je vous dis juste que les gestionnaires de mots de passe, c'est super. Et encouragez également vos proches à le faire, c'est quand même assez important. Ah ben voilà, Gukivaea, faut que je m'y mette. Je m'étais dit qu'il y avait il devait y avoir la majeure partie d'entre vous qui avaient un gestionnaire de mots de passe, mais en effet, il y en a toujours qui n'en ont pas. C'est intéressant, hein, allez-y et vous êtes plutôt tranquille. Moi, j'utilise OnePassword, Crozy. Tu me demandes quel gestionnaire j'utilise, c'est OnePassword. Pourquoi OnePassword ? Comment j'ai commencé à utiliser OnePassword ? C'est un choix personnel. Je réfléchis là. Je crois que j'ai commencé à l'utiliser de manière personnelle. Et il se trouve ensuite qu'Alan, quand j'ai rejoint Alan, ils utilisaient également OnePassword, donc c'est génial. Et il se trouve que Naotech commence également à utiliser OnePassword, donc je suis aux anges. C'est-à-dire que j'ai vraiment tous mes mots de passe pro, perso, etc. Dans un même service. Je n'ai pas besoin d'avoir 36 000 apps différentes. Et ça, c'est vraiment top. Enfin, c'est un confort, quoi. Il y en a beaucoup qui parlent de Bitwarden. Ah bah vous m'apprenez quelque chose, je ne connaissais pas celui-ci. J'ai un trouble de l'attention, donc un gestionnaire de mots de passe, c'est la base pour moi. Oui, Sildarul, franchement, trouble d'attention, pas trouble de l'attention, c'est au quotidien, ça t'enlève une inquiétude, et c'est vrai que ça simplifie la vie de ceux qui ont en effet en plus des difficultés là-dessus, mais de ceux qui n'ont pas forcément ça. Donc ça simplifie la vie de beaucoup de monde, quoi. Et ça sécurise en même temps tes données. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant, quoi. Mais merci en tout cas de partager ton expérience. Je lis un petit peu vos commentaires. Donner tout son trousseau de clés à un service tiers, moi, ça me gêne. Alors, je stocke pas mes mots de passe perso sur OnePassword, par contre. Je stocke sur un autre service. Après, ça dépend, parce qu'en fonction de si c'était service pro, etc., c'est eux qui définissent où sont stockés les mots de passe. Mais en tout cas, moi, pour les persos, ils sont pas stockés au même endroit. Mais voilà.
Donc, pour ceux qui sont prêts à mettre un peu les mains dans le cambouis, Kensil recommande KeePass. Je ne connaissais pas non plus celui-là. Lorsque on passe à un gestionnaire de mot de passe type OnePassword, est-ce qu'il y a une notion de changement de mot de passe existant lorsqu'on arrive pour la première fois sur un service? C'est-à-dire, alors OnePassword va te renseigner si tu as plusieurs services qui utilisent le même mot de passe pour t'encourager à le changer. Il va t'informer également s'il y a eu des failles de sécurité et que ton mot de passe est potentiellement plus sécurisé pour aussi t'encourager à le changer. Et il va te donner un niveau de sécurité de ton mot de passe choisi pour ceux qui sont existants, te dire est-ce qu'il est assez complexe, pas assez complexe, etc. Après, il va pas te forcer à les changer. Il va te faire des recommandations. Donc en fait, voilà, c'est pas trop prescriptif, quoi. Voilà, il y en a qui utilisent le trousseau iCloud. C'est-à-dire, tu n'utilises OnePassword que pour la partie pro. Alors, juste pour expliquer, sur OnePassword, j'ai à la fois mon trousseau personnel, avec mes mots de passe personnels, j'ai mon trousseau professionnel pour Alan, et j'ai mon trousseau professionnel bis avec Naotech. Et en fait, quand c'est des trousseaux professionnels, c'est généralement l'entreprise qui va t'inviter sur le trousseau professionnel, et c'est l'entreprise qui va définir où sont stockés la base de données de ces mots de passe-là. Donc là, c'est Naotech et Alan qui ont décidé de stocker les mots de passe à un certain endroit. Et moi, pour mon trousseau personnel, qui au final, tout est rassemblé dans l'interface OnePassword, mais en tout cas stockés, ils ne sont pas stockés au même endroit. Voilà. En tout cas, voilà pour l'information sur Dropbox. Je vous propose de passer à la prochaine news. C'est une petite news là aussi. On va pas s'éterniser dessus, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous le signaler ce matin. C'est Apple qui finalement a plié devant le gouvernement russe, puisqu'il va permettre au gouvernement de préinstaller des applications sur les iPhones et les iPads, et peut-être dans l'avenir sur les Mac. Donc pour l'instant, c'est pas confirmé pour les Mac. Donc à partir de quand ça va se passer? C'est à partir du 1er avril. Donc non, c'est pas une blague. Et qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, les utilisateurs russes verront une boîte de dialogue qui va apparaître lors de la configuration initiale de votre appareil iOS, donc iPhone, iPad. Et ça va vous afficher tout simplement une sélection d'applications. Là, la bonne chose, c'est que d'abord, ces applications ont déjà été validées par Apple sur l'App Store, donc elles sont déjà disponibles sur l'App Store, mais les utilisateurs pourront quand même avoir le choix de refuser l'installation de ces applications. Et donc dans ce cas-là, les installations préinstallées pourront être désinstallées une fois l'installation de la configuration de l'appareil terminée. Voilà, mais en tout cas, il y a quand même ce choix qui est fait, ces applications préinstallées sur les appareils, ce qui est une première, en tout cas pour Apple, et qui définit un précédent maintenant sur cette pratique-là, précédent qui va potentiellement permettre à d'autres pays de s'engouffrer dans la brèche. On va voir, mais ça risque potentiellement de donner des idées à d'autres pays, évidemment. Donc on verra, évidemment, on vous tiendra au courant à l'avenir si on a cette pratique qui se répand de pays en pays. Pour l'instant, c'est uniquement en Russie, tout à fait. Quel type d'application? Écoute, j'ai pas plus d'informations là-dessus. J'ai pas plus d'informations sur les types d'applications qui vont être suggérées à l'installation. C'est juste une suggestion au premier démarrage. Oui, Alexir, en fait, c'est plus qu'une suggestion. C'est un écran qui t'informe quelles sont les applications qui sont préinstallées sur ton smartphone et qui te donne le choix de les désinstaller. Voilà, donc elles sont quand même préinstallées. Voilà pour cette petite brève. Je continue parce que voilà, c'était vraiment une petite brève. Je voulais juste vous tenir au courant sur cet aspect-là. C'est du côté du Play Store cette fois-ci. Donc on avait déjà parlé l'année dernière, en 2020, d'Apple qui avait mis en place un programme pour aider les développeurs qui ne faisaient pas
enfin, qui ne vivaient pas de leur business sur l'App Store de pouvoir bénéficier d'une part Apple moins importante prélevée sur les gains. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 30% à reverser à Apple, ils avaient par exemple 15%. Je crois que c'est ça, mais je me souviens plus exactement. J'ai un autre article que je pourrais vous confirmer. Et là, c'est intéressant puisque Google, hier, donc mardi, a annoncé justement qu'il faisait la même chose sur Android. Donc en tout cas, pour tous les développeurs qui ont gagné moins d'1 million de dollars l'année précédente, ils pourront avoir la part d'Apple réduite de 30% à 15% pour justement leur permettre de se lancer un peu plus sur le développement d'applications et de vivre potentiellement un peu plus facilement de leur travail de développement sur les applications. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant du coup aussi, c'est que ce frais, cette part réduite de la part de Google va prendre effet officiellement à partir du 1er juillet prochain, 1er juillet 2021. Et Google s'est exprimé, il a essayé de mettre en valeur combien, en gros, 99% des développeurs globalement qui vendent des biens ou des services via le Play Store vont voir une réduction de leurs frais de 50%. Oui, ok, d'accord. Mais bon, les 1% qui gagnent très 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 bien et qui rapportent le plus à Google vont continuer à payer 30%. Voilà. Mais voilà en tout cas là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi de l'autre côté, ça arrive au même moment, cette annonce que le moment où Google a demandé justement aux applications d'Android d'utiliser le système de paiement interne. Notamment avec, de pouvoir passer par le système de paiement Android dans les apps pour que justement Google puisse prendre sa part des commissions. Tout simplement. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut se dire ah, mais Google, ils sont gentils, Apple, ils sont gentils, ils vont permettre aux petits business, petites sociétés de pouvoir subvenir et vivre de leur business. Et en effet, on peut féliciter en effet avec Google Play et l'App Store Small Business Program que voilà, en réduisant les commissions prises par les stores, ça va permettre aux développeurs de mieux se développer, de mieux en vivre et de pouvoir à un moment donné être complètement autonome. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste anodin le fait qu'il fasse ce mouvement-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on a pu analyser l'impact que représentait ce programme, notamment du côté d'Apple, puisqu'il a été annoncé l'année dernière. Donc, on a un petit peu plus de recul, évidemment, qu'avec Google. Et en fait, ce qui est noté, c'est que a priori, ça a impacté uniquement 5% des revenus générés par les services de l'App Store. Donc en fait, tout ce programme qui vise à tendre à aider les petits business à se lancer et donc à réduire la marge d'Apple en fonction des développeurs qui gagnent moins d'1 million de revenus chaque année, l'année précédente, finalement, en fait, ça a un impact très relatif sur la marge et le bénéfice que fait Apple sur les services du store, tout en montrant un petit peu patte blanche, en essayant de séduire un petit peu les développeurs, parce que l'effet de bord, évidemment, de ce qui se passe, c'est que quand vous mettez en place ce programme pour aider les petits business, évidemment, ça va rendre les petits développeurs contents, puisqu'ils vont plus facilement se lancer, plus facilement en vivre, et donc ils seront moins tentés de se battre contre la commission d'Apple. Et donc Apple pourra dire, regardez, la majorité des développeurs ne se plaignent pas des commissions que l'App Store prend sur les services. Oui, mais commission qui est différente en fonction des revenus que vous générez. Donc en effet, ils seront moins enclins à se battre contre Apple sur la commission en tant que telle. Et donc d'un côté, ça donne une bonne image évidemment pour Google et Apple, tout en ayant un impact
tout à fait relatif sur, a priori, la marge que se fait Apple, en tout cas les bénéfices que se font Apple et Google sur ce sujet. Ce qui est intéressant également, c'est que ça arrive à un bon moment alors qu'Apple et Google sont sous le feu des projecteurs avec les pratiques d'anti-compétition justement sur la manière dont ils gèrent leur App Store respectif. Donc là aussi, c'est pour apaiser un petit peu les tensions et les critiques concernant les pratiques d'anti-compétitivité. On verra si ça suffit, évidemment, avec les enquêtes en cours. Ça va permettre à certains de se développer, ça fera plus pour Google à long terme. Évidemment, c'est la boulange Brest. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est là où on voit que c'est pas désintéressé, évidemment, comme stratégie, et c'est normal. Ça reste un business. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de versions d'essai de l'app avant de prendre un abonnement ou de la payer entièrement. Alors, je crois que PEF, il me semble que ça, c'est possible, hein. Oui, c'est possible, parce que Salto l'a fait. L'application Salto, c'est typiquement ce qui te permet de faire. Tu as un mois gratuit, et uniquement après ton mois gratuit, ça déclenche ton abonnement payant. Donc ça, en fait, c'est pas un choix des App Store, c'est un choix des applications en elles-mêmes. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. On divise les développeurs pour ne pas donner raison aux demandes des gros développeurs. C'est un peu ça. Et d'un autre côté, c'est difficile aussi pour des petits développeurs de se défendre face à Apple aussi, hein. Alors, Angel061, pourquoi prendre un pourcentage? Pourquoi ne pas faire payer la validation et prendre le pourcentage si tu passes par le paiement sur l'App Store? Mais c'est la même chose. Alors, sauf qu'ils ne font pas payer la validation, t'imagines le nombre de validations d'app. Si tu parles de lorsque les développeurs font des soumissions d'app à l'App Store, c'est même plus pénalisant comme proposition ce que tu as. Et en fait, c'est plus complexe. En fait, là, tu pénalises, si tu veux faire payer la validation de ton app, tu pénalises directement les développeurs au lieu de tout simplement prendre un pourcentage sur le paiement qu'ils font avec leurs apps. Tu veux vraiment te mettre les développeurs à dos, là. Attention, hein, parce qu'en fait, il y a toujours un équilibre délicat, même si cet équilibre n'est plus vrai aujourd'hui. Vous saviez, et on l'a vu notamment avec le store Windows, hein, le Windows Phone, c'est qu'en fait, il y a une notion d'attractivité des développeurs sur la plateforme. Alors aujourd'hui, iOS et Android sont tellement en position de force que ce sont des plateformes inévitables, mais à un moment donné, et surtout au lancement, il y avait quand même une notion d'attractivité, et il y a une notion aussi où Apple et Google n'ont pas non plus envie de se mettre à dos les développeurs, et ils essaient toujours de dire qu'ils sont du côté des développeurs. Rappelez-vous un peu les vidéos qui sont présentées à la WWDC, à la conférence d'été d'Apple et de Google. Il y a souvent des petites vidéos de déclaration d'amour d'Apple aux développeurs parce qu'ils sont en opération séduction, quoi. Donc encore une fois, c'est pas innocent tout ça. Bref, voilà en tout cas pour l'information. Je vous propose de passer au gros sujet du jour dont je voulais vraiment vous parler ce matin. C'est Wikipédia. Wikipédia qui va bousculer son business model. Et oui, rien que ça, puisque Wikipédia, vous le savez, qui est une association à but non lucratif et qui repose sur les dons de la communauté. D'ailleurs, Nowtech soutient Wikipédia parce qu'on pense que leur mission est quand même très importante sur Internet aujourd'hui. Et c'est assez formidable et fascinant de voir cet effort collectif réalisé au quotidien sur Wikipédia et devenir une référence. C'est assez impressionnant. Et là, Wikipédia
donc est utilisé par les gens comme vous et moi, hein, au quotidien, que ce soit lorsque vous faites une recherche Google et que sur une définition ou sur un film, etc., et que un des premiers résultats qui est remonté et affiché, c'est notamment extrait de Wikipédia, ou tout simplement lorsque vous allez directement sur le service pour vos questions. Voilà, c'est quand même assez colossal. Mais il y a évidemment tout un usage qui est B2B, c'est-à-dire Google qui va utiliser Wikipédia pour justement enrichir ses résultats de recherche. Comme je disais tout à l'heure, Google va exploiter la base de données de Wikipédia, les informations, pour mieux servir ses propres utilisateurs lorsqu'ils font des recherches sur le navigateur. Et pas uniquement, là c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et donc c'est vrai que voilà, la relation entre Google et Wikipédia est un bon exemple sur comment les sociétés tech et les grosses sociétés tech en sont venues à se reposer et à exploiter la base de données et le travail au quotidien de Wikipédia pour alimenter leurs propres services, que ce soit via des assistants vocaux, notamment voilà, Alexa, Google Assistant ou Siri. Alors, je ne connais pas le détail de est-ce que ces trois-là utilisent vraiment Wikipédia, pour être honnête. Il me semble que certains, en tout cas, l'utilisent. Donc, il y a les assistants vocaux, les moteurs de recherche, etc. Et donc, du coup, voilà, ça instaure quand même une relation de business entre l'un et l'autre qui est assez intéressante. Alors, à un moment donné, en effet, Wikipédia avait bénéficié de la visibilité que lui permettait d'avoir Google. Voilà, parce que Google, du coup, utilisait les résultats. Et donc, les gens, au fur et à mesure, quand ils ont commencé à voir que le premier résultat de référence était toujours Wikipédia, ils ont potentiellement commencé à prendre le réflexe d'aller directement sur Wikipédia. En tout cas, moi, c'est mon cas. Hein. Voilà, après, depuis le temps qu'on connaît, on se pose même plus trop la question. Mais c'est assez intéressant. Et donc, à la fois, maintenant, Google à un moment donné, avaient essayé d'être un peu plus indépendants de Wikipédia, puisqu'ils avaient sorti leur propre outil, justement, de User-Generated Articles, d'articles générés par les utilisateurs, qui s'appelait Knoll, pour Knowledge. C'est un peu bizarre comme nom, voilà, mais bon, c'est pas très grave. Et finalement, ils avaient échoué, et suite à ça, ils étaient revenus sur Wikipédia, et maintenant, ils utilisent que Wikipédia, et donc leur relation s'est vraiment resserrée et assez inévitable, quoi. Et donc là, c'est intéressant, parce que Wikipédia, justement, est en train d'essayer de rééquilibrer les relations entre son service et Google, ou les autres grosses sociétés du type Amazon, Facebook et Apple, qui utilisent du coup ces assistants vocaux virtuels pour donner accès à la base d'informations de Wikipédia. Et notamment, ils ont lancé un produit B2B qu'ils veulent commercialiser auprès de ces grosses sociétés qui s'appelle Wikimedia Enterprise. Donc du coup, je me suis trompée dans le hashtag. C'est pas Wikipédia Enterprise, c'est Wikimedia Enterprise. Donc c'est un service qui est vraiment pensé pour la vente, voilà, pour la vente et pour la livraison de l'information et du contenu de Wikipédia de manière efficace et directe à ces services tech. Et donc là, c'est assez intéressant parce que c'est la première fois où, en gros, Wikipédia reconnaît un petit peu l'usage commercial et d'avoir des utilisateurs qui sont B2B au final. Donc ça, c'est assez intéressant et un changement assez radical au final de Wikipédia. Donc comment auparavant ces grosses boîtes utilisaient la ressource Wikipédia, c'est qu'avant, Wikipédia avait eu l'habitude de faire une espèce de capture de tout ce qui s'était passé sur Wikipédia toutes les 2 semaines et qui donnait du coup accès à une espèce de livraison de données pour les utilisateurs de tout ce qui s'était passé, donc nouveaux articles ou mise à jour d'articles, évidemment, donc nouvelles entrées ou mise à jour d'entrées sur Wikipédia. Et en fait, les services tech, les boîtes tech bénéficient en fait, récupérer ce data dump, cette livraison de données pour mettre à jour leur propre base de données qui reposait du coup sur Wikipédia. Et donc c'est plutôt un système assez scrappy, c'est pas forcément optimal, puisque du coup, c'est mis à jour uniquement toutes les 2 semaines, et voilà, c'est assez limité.
Et en fait, ces sociétés tech, du coup, ne bénéficient d'aucune aide de la fondation voilà, Wikimedia pour gérer, fixer les bugs, avoir une livraison plus efficace des données, une mise à jour potentiellement en temps réel, etc. Parce que finalement, 15 jours de délai dans le monde d'Internet, ça paraît quand même très 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 lent. Et donc du coup, c'est assez logique et une bonne opportunité, en tout cas d'un point de vue business, pour Wikipédia de proposer carrément un produit B2B où ils vont pouvoir travailler main dans la main avec leurs clients B2B pour optimiser en effet ces connexions, ces mises à jour de données et voilà et accélérer la livraison des données, etc. et résoudre certains bugs. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, mais évidemment, ça pose des questions sur et l'indépendance de Wikipédia et le principe que c'était quelque chose de libre, d'indépendant. Là, ils vont être au crochet pardon, des sociétés tech, maintenant qu'ils vont récupérer du contenu. Alors tout ça, évidemment, ça soulève plein de questions, et je prétends pas avoir les réponses ou anticiper l'évolution de Wikipédia, parce qu'en effet, ça va potentiellement impacter la perception de Wikipédia, à la fois des personnes qui contribuent sur le service et de certaines personnes qui sont sensibilisées au sujet, qui vont savoir comment Wikipédia monétise son contenu et qui changent pas mal, du coup, qui vont ne plus se reposer uniquement sur les dons. Mais d'un autre côté, ça va permettre aussi d'instaurer Wikipédia comme un acteur incontournable et reconnaître aussi l'utilité et l'usage de Wikipédia par les autres grosses sociétés tech. Alors là, c'est peut-être mon biais parce que je bosse pour une société privée, hein, et donc voilà, donc c'est peut-être ça aussi, mais je trouve ça assez intéressant, quoi. L'autre chose qui peut porter à discussion, c'est que du coup, le produit Enterprise va stocker la version de Wikipédia, du contenu de Wikipédia, non plus sur les serveurs du projet Wikimedia, mais sur les serveurs Amazon Web Services désormais, puisqu'il sera mieux adapté aux besoins des potentiels clients de Wikimedia Enterprise. Donc là aussi, on sent que ça génère des crispations. Encore une fois, on bouge un petit peu de l'indépendance, de l'autonomie de Wikipédia. Bidibule06, tu me dis son indépendance, donc l'indépendance de Wikipédia est de fait, vu que l'on sait qui crée une page d'info et qui la modifie. En fait, une autre manière de le voir, et tu as raison hein, sur ce que tu viens de dire, Bidibule, c'est que Wikipédia va désormais avoir un intérêt à répondre aux besoins des sociétés et des clients et de ses clients B2B. Et donc du coup, ça peut craindre qu'il n'accorde plus autant d'attention aux besoins des utilisateurs, mais plus d'attention aux utilisateurs B2B pour lesquels ils vont être rémunérés. Même s'ils disent qu'ils n'attendent pas à ce que le revenu B2B soit très très important comparé aux dons qui reste le principal business model. Donc c'est ça, je pense, où l'inquiétude peut émerger, c'est que l'ADN d'indépendance et de liberté, etc., va désormais être conditionné au fait que s'ils aperçoivent que demain, par exemple, je vous donne un exemple concret, aujourd'hui, Wikipédia, je schématise vraiment de manière grossière, repose 100% sur les dons des gens et donc permet une certaine indépendance. Si demain, finalement, avec la sortie de ce produit Enterprise, on s'aperçoit que finalement la monétisation de Wikipédia, c'est 90% qui vient du B2B et 10% qui viennent des dons, je peux vous dire qu'en termes de priorité de la roadmap, c'est fort probable que Wikipédia revoie ses priorités pour accorder plus d'importance aux clients B2B qu'aux utilisateurs et aux donateurs. Vous voyez un peu le risque où est-ce que ça peut intervenir? Marion, es-tu toi-même inquiète pour l'avenir de Wikipédia? Je ne suis pas particulièrement inquiète, mais je pense que ça amorce un changement de positionnement pour Wikipédia qui est assez
assez majeur dans l'histoire de Wikipédia et qui est assez, oui, dangereux. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils négocient ça de manière habile et subtile. Parce que ça peut aussi soulever, faire une levée de bouclier des contributeurs sur Wikipédia qui vont s'offusquer. Et du moment où il y a de l'argent qui rentre et un produit commercialisé, potentiellement les contributeurs vont vouloir être rémunérés de manière un peu plus importante ou etc. Je ne me souviens plus exactement les détails de rémunération, s'il y en a ou pas. Et donc potentiellement, ça peut briser l'équilibre qu'ils avaient, parce que le changement est quand même assez majeur ici. Après, je ne suis pas particulièrement inquiète, je trouve ça particulièrement intéressant. C'est plutôt ça. Je suis pas de nature trop pessimiste par rapport à ça. Je trouve ça particulièrement intéressant. Et je pense que les mois et les années à venir là, pour Wikipédia vont être assez passionnantes à suivre. Je contribue à Wikipédia depuis 2009 et je peux te dire qu'on vire très vite les tentatives promotionnelles. Oui, voilà. Gen Square, tout à fait. Et donc, ça deviendrait payant. Non, sur Newt, ça devient payant uniquement pour les sociétés qui vont utiliser les services Wikipédia. Et donc, qui vont souscrire au service Wikimedia Enterprise, qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que uniquement les sociétés qui veulent bénéficier des services additionnels de Wikimedia Enterprise pourront du coup payer. Ceux qui souhaitent encore utiliser la version où tous les 15 jours Wikipédia met à disposition ce dump de data, ce groupe de données de mise à jour et de nouvelles pages à disposition pourront continuer à l'utiliser. Voilà. Bonjour, je découvre la chaîne, c'est passionnant. Ben écoute, Gérald, un grand merci pour ton commentaire et ravi que tu découvres la chaîne. Bienvenue à toi. C'était voilà, GPIF, c'est ça aussi qui peut être un peu dangereux pour Wikipédia. Tu nous dis c'était le dernier représentant d'une certaine vision d'Internet. Et là, tu nous dis sniff. Et en effet, je pense que ton commentaire, et c'est pas du tout une critique, mais ça peut être aussi un bon exemple du risque de la perception de Wikipédia et de son indépendance par rapport à ce nouveau business model qui arrive. Voilà. Bon, bah, je pense on a bien fait, le tour du sujet et des dangers, mais ça sera du coup assez intéressant de suivre dans le futur ce qui va se passer, ce qui va se passer pour eux. Je vous propose de continuer avec des petites news. Il me reste, je vérifie juste. Oui, ça va, on est dans les temps. Il me reste deux petites actualités, deux petites brèves que je voulais vous mentionner ce matin avant de passer à la petite tartine. Donc, je voulais vous parler un petit peu du côté de Google, du nouveau Google Nest Hub. Vous savez, cet écran intelligent, hein, le Smart Display, qui ressemble complètement à son prédécesseur de 2018, hein, d'ailleurs, ça n'a pas grandement changé, et qui est au prix de 100$ aujourd'hui. Alors, on pourrait croire qu'il est exactement comme son prédécesseur, sauf qu'il cache dans sa petite structure un nouveau radar, un nouveau capteur, le radar SOLI. Alors ça peut faire écho à certains qui se rappellent, on en avait parlé un petit peu de ce radar, de ce capteur SOLI, hein, qui permettait de capturer et de comprendre les mouvements des doigts de la main, donc quelque chose de très très fin pour, rappelez-vous, gérer des interfaces à distance sans les toucher. On vous avait montré des démos à l'époque, c'était je pense il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et là, c'est intéressant parce que du coup, Google s'est aperçu qu'il pouvait également utiliser cette technologie SOLI pour avoir un capteur de sommeil. Donc, en effet, ils vont combiner la donnée récupérée par SOLI et également gérer l'audio récupéré pour détecter à la fois quand les personnes toussent, se tournent, respirent, ronflent, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, du coup, ils vont pouvoir détecter de manière sonore et au niveau du corps les mouvements et les interactions durant la nuit
pour comprendre la qualité du sommeil des personnes. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, là où ça marque un changement assez intéressant, c'est que on ne va plus avoir besoin de se reposer sur des capteurs, capteurs type les trackers de fitness, vous savez, ces petits bracelets, ou notamment les smartwatches qu'il faut porter tout le temps pour pouvoir détecter la qualité du sommeil. On va pouvoir juste laisser cet écran-là dans la chambre et ça va détecter automatiquement. Et donc ça va pouvoir la donnée se merger avec notamment l'application Google Fit pour avoir une meilleure compréhension évidemment de la santé générale de l'utilisateur en combinant à la fois le nombre de pas, le poids, la qualité du sommeil, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que le sommeil, c'est un problème qui est connu aujourd'hui. Il y a plein de recherches qui disent notamment qu'un adulte sur 3 se plaignent ou en tout cas partagent le fait qu'ils n'ont pas assez de sommeil ou même que 50% ont des difficultés à s'endormir. Voilà, donc on sait que le sommeil, c'est un enjeu assez important et un bon sommeil ou un mauvais sommeil conditionne pas mal nos interactions au quotidien, notre santé générale, etc. Notre efficacité au travail, évidemment, etc., puisque nos interactions sont impactées. Donc vraiment, si on arrive à améliorer et à comprendre ce qui se passe au niveau de la qualité du sommeil, on peut vraiment accompagner les gens sur leur santé. Donc voilà, je trouvais ça juste intéressant de voir des sociétés qui réfléchissent à ne plus juste se reposer sur ces trackers qu'on doit porter au poignet, qui doivent être rechargés tous les jours ou une fois tous les 2 jours, etc., ou une fois toutes les semaines pour des trackers qui sont moins gourmands. Et là, je trouvais ça intéressant de s'affranchir à la fois du tracker au poignet et à la fois de la notion de recharge pour ce qui est le sommeil. Moi, par exemple, il est hors de question que je porte un bracelet la nuit ou que je mette un bandeau, etc. Voilà. Mais c'est mon avis, moi, personnel, hein, complètement. Et à savoir, pour ceux qui s'inquiètent sur des caméras, des tablettes avec des caméras dans la chambre, etc., justement, le Nest Hub ne comporte pas de caméra, puisqu'évidemment, ils ont vu le use case, le cas d'usage où ça serait disposé dans les chambres, et donc ils se sont dit, personne n'a envie d'avoir une caméra dans sa chambre, donc ils ont fait le choix, justement, de ne pas mettre de caméra sur le Nest Hub. Alors, je vois qu'il y a plein de personnes qui notent des conseils sur justement mieux faciliter l'endormissement, etc. Notamment éviter les écrans, etc. Ouais. WeThings fait un capteur à mettre sous le lit, oui, tout à fait. Après, tout le monde n'a pas des problèmes. On voit que Bidibule passe sa tête sur l'oreiller et hop, il dort. Ah bah parfait. Pas de caméra, mais la possibilité de connaître tes positions. Encore mieux sans en avoir l'air. Oui, avoir hypomonie, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Et encore une fois, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont fait attention sur le traitement des données. Donc justement, ils vont traquer à la fois les données un peu brutes de ce lit et le monitoring audio lors du sommeil uniquement localement sur l'appareil. Et après, ils vont envoyer une synthèse justement des événements de sommeil pour justement vous donner une visibilité, une compréhension de votre qualité du sommeil uniquement sur les serveurs pour y avoir accès ensuite dans l'application. Vous pouvez mettre sur pause le tracking et supprimer les données pour chaque nuit comme vous le souhaitez. Mais oui, tu as raison de poser la question et surtout d'ailleurs si vous êtes intéressé sur la gestion des données de santé, Naotech a sorti une vidéo sur la chaîne YouTube principale pour justement donner de santé, santé connectée, dictature ou progrès. C'est un vrai enjeu aujourd'hui et de plus en plus dans ce contexte actuel de crise sanitaire. C'est intéressant de se poser les bonnes questions et de les adresser, tout à fait. Bon après, Jérôme vous propose une autre manière assez radicale, une batte de baseball, c'est la base d'un endormissement rapide. Alors lui, c'est pas une batte de baseball, mais il se fait assommer par son iPad. Voilà, chacun sa technique.
Je vous propose de terminer avec la dernière actu du jour. Je voulais juste vous donner une news sur justement l'adolescent, vous vous rappelez, qui avait hacké des comptes de personnalités et de comptes vérifiés sur Twitter. Ça avait été quand même une faille assez colossale pour Twitter et qui avait permis justement d'envoyer une arnaque au Bitcoin. Et ça s'était passé en 2020. Hein. C'était un adolescent de 17 ans à l'époque des faits qui avait fait ça. Il avait notamment hacké le compte de Joe Biden, le compte de Bill Gates, et notamment aussi il y avait Kim Kardashian West qui avait été le compte qui avait été hacké et qui avait du coup profité de ce hack pour une arnaque au Bitcoin. Il avait soutiré plus de 100 000 dollars avec cette arnaque. Alors depuis, a priori, il paraîtrait qu'il l'a rendu, mais ça y est, le jugement est tombé. Alors après, il va être condamné en fait à 3 ans de prison et 3 ans de probation. Voilà, et dans une prison adaptée aux jeunes adultes. Après, ils disent aussi que le temps qu'il a passé en prison en attendant son jugement va compter dans le temps servi pour la peine. Voilà. Et voilà. Donc en gros, clairement, hein, ils veulent donner un exemple sur la gravité. Oui, 3 ans ferme, ouais, tout à fait. Je pense que là, voilà, c'est un cas où clairement ils veulent montrer la gravité de cet acte. Et il a un peu mis en exemple, hein, cet adolescent-là, il va servir un petit peu d'exemple à tous les autres sur les conséquences des actions et les conséquences de hacker des services et des comptes de personnalité aussi reconnus. Alors comment ça s'était passé ? Tout simplement, il avait réussi à accéder au compte car il avait convaincu un employé de Twitter qu'il travaillait justement pour le département des technologies de l'information de Twitter et donc il avait convaincu de donner les informations et les accès. Voilà. Donc je voulais juste vous tenir au courant du jugement qui avait été rendu. Il y a 2 autres hommes qui ont été accusés aussi d'une participation dans ce hack et eux, leurs cas sont encore en train d'être analysés à l'heure actuelle. Et voilà, c'est la fin des news ce matin. Il est 9h06. J'en profite pour vous faire une petite pause sponsor. Alors, vous connaissez notre sponsor, hein, c'est ExpressVPN. Alors, pour ceux qui sont intéressés, qui se demandent quel VPN choisir, en tout cas, grâce à notre sponsor, vous pouvez profiter de 3 mois gratuitement avec notre lien qui va être partagé à la fois dans la description de l'émission et à la fois grâce à Samuel qui vous partage le lien là directement dans le chat. Voilà, donc n'hésitez pas à tester si c'est quelque chose qui vous intéresse. Un grand merci à ExpressVPN pour nous permettre de continuer à faire cette émission. Je vous propose de passer à la tartine. Et voilà, c'est la tartine et je voulais passer quelques minutes avec vous juste pour vous parler un peu de Facebook et de cette tendance générale du journalisme, du unbundle du journalisme. Et je trouvais ça assez intéressant. Alors on avait parlé à la fois du unbundle côté Amazon et vous savez avec, j'oublie toujours le nom de cette boîte canadienne, c'est incroyable. C'est pas Stripe. C'est... Bon, je ne vais pas vous le trouver. Qui permet en fait à des marques et des commerces de monter leur propre e-commerce et donc d'être indépendant d'Amazon. Et donc à la fois où on s'était dit, on est dans une époque où finalement on va agréger tout dans un même endroit et ce Shopify, merci le Doux, vous me sauvez dans la chatroom, vous êtes les meilleurs. C'est exactement ça. À chaque fois j'oublie Shopify, pourtant c'est logique, Shopify. Merci beaucoup, vous êtes super réactifs. C'était un test pour voir si vous étiez attentifs. Mais un grand merci à vous. Non, c'est pas Etsy, mais en effet, c'est intéressant, Ulysse. Et c'est pas exactement du coup de l'unbundling, puisque Etsy, tout est rassemblé sur l'application Etsy. Donc c'est plus une notion de marketplace à la Amazon, pour le coup, même si c'est pas du tout le même positionnement, évidemment. Et donc du coup, voilà, on avait parlé de la notion de unbundling
J'arrive pas à le prononcer, excusez-moi. Mais bundle, c'est-à-dire grouper au même endroit, et unbundle, c'est dégrouper. Et donc, on se disait que personne va pouvoir concurrencer Amazon aujourd'hui. Et on voit que Shopify explose un peu les chiffres et de plus en plus, et se permet d'être un compétiteur crédible en face d'Amazon, ce qui a étonné quand même pas mal de monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette tendance aussi qui est en train d'arriver du côté du journalisme. Et donc ça, c'est intéressant, c'est une tendance qui a émergé avec la crise sanitaire où les journaux se sont trouvés encore plus en galère, on va le dire comme ça, par rapport déjà à l'époque d'avant. Aussi, avec le télétravail forcé, finalement, ça a donné des nouvelles manières de travailler aux journalistes et de plus en plus de journalistes sont orientés vers créer et entretenir leur propre audience, leur propre publication indépendante, que ce soit sous forme de newsletter, de site internet, de blog, etc. Donc là, c'est très très intéressant. Et donc justement, on voit plusieurs services maintenant qui sont en train de surfer sur la tendance. Alors le premier dont on a parlé, c'est Substack, qui vous permet d'avoir des abonnements aux newsletters. Donc voilà, Substack qui vraiment perce énormément. On en a parlé la semaine dernière notamment. On a également Twitter, qui va surfer sur la tendance puisqu'ils ont racheté Review, qui est aussi un service de newsletter qui est également pour concurrencer Substack et qui va également travailler sur ce super follow qui vous permet donc en tant que fan de bénéficier de contenus exclusifs en soutenant les créateurs qui vous intéressent et notamment donner des accès exclusifs à des newsletters, à des lives, à des flits, enfin tout ce que vous pouvez trouver en termes de fonctionnalités sur Twitter. Et cette fois-ci, c'est pas Twitter, c'est Facebook qui se lance également dans cette course aux newsletters, puisqu'ils sont en train de travailler sur des outils dédiés aux journalistes pour leur permettre de construire des sites internet en plus des newsletters qu'ils sont en train de tester. Et ils sont en train de tester ces outils avec justement un petit groupe d'écrivains, de journalistes, que Facebook prévoit de payer pour les aider justement à lancer les outils et à adopter les outils. Pourquoi Facebook va les payer ? Parce que justement, s'ils sont capables de les fidéliser sur ces outils, les fidéliser en construisant leur communauté, leurs followers, parce que c'est un peu ça, hein, l'enjeu de pouvoir être autonome quand vous avez votre propre newsletter, site internet, etc., c'est d'avoir une communauté. C'est la même chose du côté de Shopify, hein. Si vous êtes une marque, il va falloir entretenir une relation très proche, de proximité avec votre communauté pour pouvoir justement vendre en direct. Et donc là, on est un petit peu sur le même enjeu pour les journalistes de devenir aussi d'avoir sa propre communauté. Et donc, on va avoir des choses assez intéressantes. Donc, on n'a pas de nom officiel aujourd'hui. La plateforme va être gratuite pour être utilisée et elle va être intégrée dans les pages Facebook. On va avoir donc une intégration avec les pages qui va permettre aux écrivains, aux journalistes et aux autres types d'experts professionnels de publier du contenu en dehors de juste du texte. Et ça pourrait être aussi des vidéos live, des stories, etc. Donc là, encore une fois, pour engager avec la communauté. À un moment donné, on n'a pas de date précise, mais en tout cas, Facebook prévoit de construire des outils dans la plateforme qui permettra aux écrivains, aux journalistes de monétiser leur site internet et les newsletters avec des abonnements et d'autres formes potentielles de revenus, potentiellement des accès exclusifs à des lives, par exemple. On en avait parlé notamment avec la Clubhouse. Donc là, on est vraiment dans cette mouvance de monétiser l'indépendant, les créateurs. C'est assez intéressant. Et donc, la plateforme est là pour aider les écrivains et les journalistes à créer une audience avec cette communauté qui va être loyale et engagée. Donc, de donner des outils aux créateurs pour engager avec la plateforme. Ça va permettre notamment aux journalistes et aux créateurs de créer des groupes pour leurs produits sur Facebook et donner également aux écrivains et aux journalistes des données sur les performances de leur contenu. Voilà, donc ça c'est très très intéressant comme évolution. Je vous encourage à lire l'article d'Axios, qui est un de mes sites internet préférés pour les analyses à la fois très courtes, très succinctes, mais très
précise des mouvements et des tendances un petit peu dans le monde de la tech. Je vous ai mis évidemment comme d'habitude les articles dans le Flipboard Nowtech pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà, je trouve ça vraiment très intéressant que cette tendance qui a vraiment émergé avec la crise sanitaire se confirme un peu plus sur le long terme et on voit un petit peu toutes ces plateformes qui courent pour avoir des parts de marché et ancrer une part suffisamment forte pour être dominant sur le marché. Donc Clubhouse va se trouver avec pas mal de compétiteurs. Là où j'ai des doutes, c'est en effet Facebook. Pourquoi ? Parce que moi personnellement, j'y vais tellement pas sur Facebook qu'autant Twitter. Twitter, vraiment, j'y vais et j'y suis des personnalités qui m'intéressent, dont les propos je trouve vraiment intéressants, etc. C'est là où je fais ma veille, mais j'utilise absolument pas Facebook pour faire de la veille. Donc justement, quand on parle compétition, donc je vous ai déjà parlé de Twitter qui fait l'acquisition de Review, qui travaille notamment sur les super follow, mais il y a également LinkedIn. LinkedIn qui est là est tout à fait pertinent puisque c'est un réseau professionnel, justement. Et donc, justement, eux aussi prévoient de lancer un programme de créateurs qui va travailler de manière très, très proche avec l'équipe éditoriale de LinkedIn. Vous savez qu'ils ont déjà un système de mise en avant d'articles sur la plateforme. Donc là, ce sera assez intéressant de voir ce qu'ils nous proposent. Donc, vous voyez, plein de choses qui est en train de se passer du côté des publications. Merci Samuel pour le lien du Flipboard. Facebook ne meurt jamais, ils sont forts quand même pour se renouveler. Bidibule, là où j'aimerais être une petite souris, c'est pouvoir avoir des données sur l'adoption des features. Parce que je pense que après autant de temps, je pense que ça ne doit pas être facile de changer la perception d'un produit. Et en fait, la vie est déjà faite sur Facebook. Donc, je me demande, tu vois, si c'est vraiment si facile que ça ou s'ils arrivent vraiment à changer l'adoption. Tu vois, je me demande, naïvement, si ça n'aurait pas été plus malin, tu vois, de faire une stratégie comme Instagram. C'est-à-dire faire l'acquisition d'un produit et d'utiliser la marque de ce produit pour se monter de manière indépendante de Facebook. Mais on sent aussi qu'il y a un peu une notion d'ego de Facebook, puisque vous voyez que maintenant, quand vous ouvrez Instagram, vous avez Instagram by Facebook. Donc on sent aussi, tu vois, on a un peu l'impression que Mark Zuckerberg est un peu vexé qu'Instagram ait le vent en poupe plus que Facebook, et donc il essaie de ramener, de rappeler que Facebook, c'est quand même derrière, ils sont quand même derrière Instagram, tu vois. Et j'ai un peu l'impression que c'est plus une notion d'ego, plutôt que vraiment servir les intérêts d'Instagram. Mais bon, c'est mon avis personnel, un peu mon interprétation à 2 balles. Grâce à la puissance financière de Facebook, ils vont racheter à tout va, je le sens. Oui, ils peuvent se le permettre en tout cas, Bidibule, ouais, tout à fait. Le site d'infotech dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Axios, A-X-I-O-S. Il y en a plein qui sont bien, mais ça, c'est un de mes préférés. Oula, je vois que ça se déchaîne sur Facebook. Bon, écoutez, c'est la fin de l'émission. Je vais en profiter pour rester 5 minutes avec vous pour un petit cornfac. Vous voyez, j'ai été mauvaise langue, vous avez eu raison de me le rappeler. Terminator et Barju me dit qu'ils ont été obligés de rajouter Facebook sur toutes leurs marques. J'avais oublié cet aspect-là. Merci pour le petit rappel. Ça va vous surprendre, mais en France, Facebook progresse et a de nouveaux utilisateurs. Là où je m'interroge, c'est que oui, peut-être que Facebook a de nouveaux utilisateurs, mais est-ce que c'est des nouveaux utilisateurs sur les usages qui les intéressent ? C'est ça sur lequel je m'interroge. C'est l'adoption des nouvelles fonctionnalités. Voilà, j'espère en tout cas que l'émission vous a plu. Et un grand merci à Sassano pour son abonnement aussi. J'ai oublié de remercier il y a 21 minutes. Nowtech, vous venez d'où ? Première fois que je vous vois sur Twitch. Une petite mouche basket
En basket, j'adore ton pseudo, une petite mouche en basket, c'est trop mignon. Écoute, bienvenue à toi. Donc, à l'origine, on est une chaîne YouTube qui débriefe de l'actu tech, hein, qui vous fait des vidéos sur l'actu tech. C'est pour ça que je parlais de la dernière vidéo de la chaîne sur la santé connectée. Voilà, et donc c'est formé principalement de Jérôme, qui est le présentateur principal. Moi, j'interviens uniquement une fois par semaine sur ce live le mercredi. Et il y a également Guillaume qui anime sur la chaîne. Et voilà, le principe, c'est YouTube, j'y vais jamais. Ben voilà, c'est peut-être pour ça que tu ne nous connaissais pas. Mais à l'origine, on est une chaîne YouTube et on s'est lancé. On a changé la plateforme de notre live tech, qui est le mug, sur Twitch depuis maintenant septembre. Donc ça fait quelques mois maintenant. Moi, à côté de ça, je suis designer. Je travaille pour la startup Alan, qui est une assurance santé numérique. Voilà. Voilà pour la petite origin story. Quel est ton modèle d'iPad et pourquoi? Je crois, et Jérôme va me dire si je me trompe, je crois que j'ai le dernier iPad Air. Pourquoi? Parce que je voulais changer pour avoir la prise USB-C, qui est du coup la même que mon Mac professionnel, pas mon Mac perso, parce que mon Mac perso commence à dater et donc il a les anciennes prises. Et voilà, donc je voulais en changer pour actualiser un peu mon iPad. Et je voulais un modèle Air parce qu'en fait, j'utilise pas du tout l'Apple Pencil ou les fonctionnalités pro. Donc, j'ai pas du tout besoin du modèle iPad Pro. Voilà. Foufou Ultimate, ouais, moi j'interviens le mercredi, mais tous les jours de la semaine, sinon tu retrouveras à la même heure, de 8h à 9h, le live tech, pour information. Et d'ailleurs, justement, Ulysse, tu fais bien de poser la question. En effet, ce midi, il y a bien un live, le shop de Naotech, avec Jérôme et Guillaume, pour vous partager les bons liens des objets tech, pour ceux que ça intéresse. Ah ben, la boulange Brest est arrivée la semaine dernière. Ben, comme quoi, c'est super, on a plein de nouvelles personnes qui nous découvrent, ça fait plaisir. Donc voilà, on a Samuel qui vous rappelle, rendez-vous à 12h30 aujourd'hui pour le shop Naotech, pour ceux que ça intéresse. Le seul téléshopping qui vous dit de pas acheter. La- J'adore comment Jérôme présente l'émission. Et le générique est quand même culte, quoi. Tellement kitsch. Quel est le sujet de mercredi prochain? Alors Gérald Géronimi, en fait, on peut pas prévoir les sujets une semaine en avance parce qu'en fait, comment on prépare nos émissions, c'est qu'on prépare la veille au soir et le matin même pour être sûr que les actualités tech qu'on vous fait sont vraiment les actualités les plus fraîches possibles. Donc en gros, c'est vraiment la matinale des news tech et c'est pour ça que je peux pas te dire de quoi je vais parler mercredi prochain. Ah, merci beaucoup. Oui, j'ai mon petit tatouage là. Merci beaucoup. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Si d'ailleurs vous avez des questions, allez-y, hein. Je reste encore une minute. Merci Gérald pour Gérald Geronimi pour ton abonnement. Un grand merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions sinon? Et sinon, pour ceux qui ont adoré WandaVision et qui sont impatients des séries Marvel, n'oubliez pas que vendredi, c'est le premier épisode de... Ben voilà, Paf qui me demande tu regardes quoi en ce moment. Vendredi, c'est le premier épisode de la nouvelle série de l'univers Marvel qui est Winter Soldier et Falcon là, ou Falcon et Winter Soldier. Je sais plus dans quel, je sais plus dans quel sens c'est dans le titre. J'appréhende un peu puisque j'ai tellement aimé Vendavision et j'ai tellement aimé le concept complètement décalé de la série que j'ai un peu peur que Falcon et Soldat d'hiver paraissent un peu fades à côté. Après, moi, j'aime beaucoup le personnage du Soldat d'hiver. J'aime pas trop celui du Falcon, mais j'adore celui du Soldat d'hiver. J'aime beaucoup son origin story et tout. Donc je suis très curieuse de le voir, mais voilà. Et sinon, de qu'est-ce qu'on regarde en ce moment? Ben, on a terminé Viking. C'était pas
C'était pas sans difficulté. C'est un peu méchant ce que je dis, mais autant j'ai bien aimé la saison 5, autant la saison 6, euh, j'ai eu plus de mal. Ça a vraiment été une série un peu en dents de scie en termes de qualité, j'ai trouvé. Par contre, c'est vrai que la dernière saison, en termes de qualité d'image, c'était un cran au-dessus. Mais voilà. Et puis il y avait vraiment l'acteur là qui joue le roi de Wessex, qui est vraiment très très bon là. Le jeune acteur là, on le voit très jeune, ado et adulte. Vraiment, il est assez bluffant comme acteur. Alors, c'est pas le seul bon acteur de la série, mais il y a des acteurs qui étaient assez bluffants. Elle va parler mal de Ragnar. Me lancez pas sur Ragnar. De toute façon, il y est plus dans la saison 5 et 6. Je viens de vous spoiler d'ailleurs. Toutes mes excuses. Euh, As-tu déjà modifié Wikipédia, même pour une petite faute? Non, j'ai jamais contribué à Wikipédia parce que je crois que c'était plus de la flemme que quoi que ce soit, pour être honnête. Non, c'est vrai que j'ai jamais contribué à Wikipédia. Voilà. Hello Marion, est-ce que le live de 12h30, on peut le retrouver en replay? C'est une bonne question, je suis pas sûre, donc je vais laisser soit Jérôme. Oui, voilà, Jérôme a répondu. Les replays sont dispo sur Twitch pour le shop. Merci pour la réponse. C'est Falcon et le soldat d'hiver. De l'hiver. C'est une mini-série apparemment. D'accord. On va voir en tout cas, on va voir. Et sinon, en autre série que je suis actuellement. Alors donc là, on a fait un peu un. Ouais, on a un peu fait. On s'est un peu concentré sur Vendavision, Viking. Et puis on a recommencé aussi For All Mankind. On a. Oh, bah, je vais pas marquer qu'on l'avait regardé d'ailleurs. On a regardé les 2 premiers épisodes. Voilà, ça se laisse regarder. Ça se laisse regarder. Euh, Et on avait repris un petit peu aussi You're the Worst. Là, on était un peu en pause. Et The Extraordinary Playlist, on avait essayé de reprendre. J'étais assez déçue sur les 2 premiers épisodes où il n'y avait pas trop d'enjeux par rapport à la première saison. Mais j'ai entendu un avis qui dit que la deuxième saison est encore mieux que la première saison de Zoe's Playlist. The Extraordinary Playlist. Et comme j'ai adoré la première saison, c'est mettre la barre assez haut de dire que c'est encore mieux au niveau de la seconde. Donc du coup, ça m'a redonné envie de re-regarder. Mais voilà, en gros pour ce qu'on regarde. Et This Is Us, je pense que je vais arrêter à la 5e saison. C'est trop tire-larme, trop de surenchère émotionnelle pour moi. Ça en devient un peu... voilà, je suis partagée entre l'envie de pleurer et l'envie de rire quand je regarde cette série. Parce que à chaque fois, tout est fait pour vous tirer la petite larme. Et en fait, c'est tellement de la surenchère que ça en devient un petit peu absurde. Et donc, du coup, j'ai de plus en plus de mal à adhérer. Mais bon, donc voilà, je pense que je vais terminer la saison 5 et que je vais pas continuer s'il y en a une autre. Voilà en tout cas pour mes séries actuellement. Falcon et Winter Soldier, ça va beaucoup moins perdre les fans de Marvel, beaucoup plus classique. C'est un peu ce que je crains. Moi, c'est vraiment ce que j'avais préféré avec Vendavision. C'est vraiment, ça nous a pris à rebrousse-poil et j'ai trouvé ça super. Bref, on verra. Hein, je suis quand même assez impatiente de voir ça. Bidibu. This Is Us, c'est la série à Madame, pas le choix et je pleure après. For All Mankind, ça parle de quoi? Oui, en effet, ça parle de la conquête de l'espace, mais avec une certaine dystopie, puisqu'en fait, c'est les Russes qui sont arrivés en premier sur la Lune, et donc du coup, ça a changé l'évolution de la conquête spatiale, et du coup, c'est assez intéressant sous cette nouvelle perspective. Donc assez intéressant, ouais. This Is Us, il n'y aura que 6 saisons. Mais me dis pas ça, Pef, parce que du coup, je me dis, autant que je termine toutes les saisons. Si tu me dis que je vais finir, j'avais déjà prévu de terminer la saison 5, mais si tu me dis qu'il reste qu'une saison après la saison 5, ça va me donner envie de terminer. Vous savez, je fais partie de ces gens qui ont une obsession de terminer les choses.
This is us, ça équivaut à couper les oignons, c'est tellement ça. One Password, tu disais, je choisis où c'est stocké, c'est que c'est pas du cloud. En fait, Wikivaya, tu as le choix. Alors, je sais plus quels sont les choix aujourd'hui, parce que alors moi, j'avais un vieux compte One Password où j'ai pu choisir, et à l'époque, tu avais le choix entre des services cloud, enfin des services cloud externes à One Password et des services et le service cloud de One Password aujourd'hui, parce que maintenant, ils ont leur propre cloud. Et donc, tu vois, par exemple, quand j'ai commencé à utiliser One Password, j'utilisais Dropbox. Donc, tu stockes ton vault, ton coffre, voilà, c'est le coffre, sur Dropbox. Mais maintenant, ils autorisent plein d'autres services de cloud, comme iCloud. Ils n'autorisent pas Drive. Ils n'utilisent pas encore Google Drive. Et sinon, tu as One Password, le service par défaut. Donc, c'est toi qui choisis là-dessus. For All Mankind, un peu la suite de The Man in the High Castle. Ouais, enfin, ça démarre un petit peu pareil d'une branche de l'histoire qui dévie pour montrer qu'est-ce qui se serait passé si un événement s'était pas déroulé comme il s'est prévu, comme il s'est déroulé dans notre histoire. Et je trouve ça toujours passionnant de voir un petit peu les différentes perspectives. Avez-vous trouvé votre bonheur pour les appartements? Juste un oui ou non. Écoute, on est en attente, on a eu un gros coup de cœur sur un appartement et on a du mal à regarder ailleurs du coup. Et voilà, on attend la réponse. Geekiveia, oui, je te disais, donc tu peux choisir les services cloud où c'est stocké, soit celui de One Password, soit Dropbox, iCloud, etc. Donc c'est toi qui choisis où tu veux que ton coffre soit stocké. Tu es UI designer, UX designer, product designer. Addict, je suis product designer. Tu bosses sur quels outils de la suite Adobe principalement? Alors en fait, mes outils principaux, c'est Figma. Donc pas de la suite Adobe, mais je continue quand même à utiliser Adobe, notamment pour ce qui est Illustrator, Photoshop. J'essaie de me former un peu à After Effects pour des animations Lottie. Mais j'ai pas encore eu le temps de me former, mais c'est un peu mon dada là actuellement. J'aimerais bien essayer de me former à ça. Voilà. Merci Samuel qui me rappelle à l'ordre parce qu'il est 9h30. Sur ce, je vous remercie. Alors BenQ 4K derrière toi, je n'en ai aucune idée parce que c'est l'écran de Jérôme. Et en plus, comme j'ai pas une très bonne vue, bah là je vois même pas le nom de la marque. Donc pourquoi pas Adobe XD? Parce que au moment où on a discuté de changer d'outil, Adobe XD n'était pas super mûr et on a changé d'outil début 2020, juste avant le confinement. Je vous raconte pas le bon timing. Et du coup, on a changé pour Figma qui nous a permis une collaboration à distance super entre les designers de l'équipe chez Alan. Et franchement, c'est un bonheur de bosser avec Figma, quoi. Bon, après, je pourrais vous en parler pendant pas mal de temps, mais il est 9h31 et il est temps que j'aille travailler. Là-dessus, c'était un plaisir de vous retrouver ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, aujourd'hui, live Nowtech Shop à 12h30 en compagnie de Jérôme et Guillaume. Et également, retrouvez le mug comme tous les matins à 8h et demain matin en compagnie de Guillaume. Je vous souhaite une excellente journée et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!